Partout dans le monde, des terres fertiles disparaissent, avalées par le désert. L'Afrique est frappée de plein fouet. En un siècle, le Sahara a progressé vers le sud de 250 km, sur un front de 6000 km. Les terres sont devenues stériles. Les populations ont dû fuir. Dans les années 50, il n'y avait rien ici comme sable. La dune, elle était loin de 300 mètres. C'était des terrains cultivés. Maintenant, vous voyez la dune, c'est à 18 mètres de hauteur. Ça arrive jusqu'à les feuilles du palmier dattier. Au Maroc et au Sénégal, une lutte décisive et opiniâtre est engagée contre la désertification. L'ensemble des oasis, c'est une véritable barrière écologique entre le grand désert et la Méditerranée. D'où l'importance qu'il joue au niveau écologique mondial. Et si jamais cet écosystème il est détruit, automatiquement, la désertification, il va migrer vers le nord et va atteindre toute l'Europe. Pour gagner des terres du désert, il faut gagner des terres arides. L'objectif, c'est de 817 500 hectares à reconquérir, à restaurer. Pour ça, donc, on a décidé, nous, de construire la Grande Muraille Verte. 1 700 000 à 2 millions de plantes tous les ans pour gagner des pans du désert. L'immense Sahara s'étend sur le territoire de 10 États, de l'Atlantique à la mer Rouge. Au nord, il bute sur la Méditerranée. Et au sud, il est bordé par le Sahel, une zone semi-aride de transition avec l'Afrique tropicale. Le Sahara n'a pas toujours été un désert inhospitalier. Dans le massif de l'Enedi, au nord du Tchad, Yves Gauthier, ancien directeur de recherche au CNRS, dresse l'inventaire des sites rupestres qui racontent un passé bien différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Autrefois, le Sahara n'a pas été aussi aride qu'on peut le voir aujourd'hui. Au cours de l'Holocène, il y a 6 à 8 000 ans, le climat a été infiniment plus humide. Et certains parlent même de Sahara vert. Alors il n'était peut-être pas vraiment vert comme dans la zone tropicale. C'était plus probablement un paysage de savane avec beaucoup d'animaux. En aucun cas une situation comme on peut le voir aujourd'hui. Ouais, c'est un peu casse-cou, mais tu vois, souvent ça vaut la peine d'arriver en haut. On y trouve des belles choses. À voir ce paysage pétrifié, il est difficile de croire qu'il y avait là autrefois un Éden verdoyant, couvert d'une magnifique savane arbustive où la faune sauvage était nombreuse et variée. C'est l'un des quelques 800 abris que j'ai répertoriés à ce jour en Enedi. Et la paroi montre le message que l'on retrouve un petit peu partout, à savoir la présence de bovins qui montre que ces gens étaient des pasteurs. Et là, également, il y a des chasseurs. Oui, on voit très bien leurs arcs. Et ce qu'on peut rajouter, c'est que s'ils ont été des éleveurs, ils ont été aussi chasseurs à toutes les époques en complément. Alors, pour les flèches, ils utilisaient très vraisemblablement des pointes de ce type. Alors, tu vois, il y en a plusieurs exemples. Ils viennent principalement des déserts, des différents pays sahariens, Mauritanie, Libye, Algérie. Et on en trouve en énorme quantité parfois, qui montrent l'importance de la chasse à l'époque. Ils chassaient tous les animaux, y compris les éléphants, les aurochs, des petites antilopes ou bien des oiseaux. Et cela montre que le désert a été occupé depuis des millénaires pratiquement en continu. Et il y a un contraste assez saisissant avec la situation actuelle où le Sahara est pratiquement déserté. Si quelqu'un avait dit aux populations qui vivaient ici il y a quelques milliers d'années, autant dire hier, que la région deviendrait un désert de pierre et de sable, il y a fort à parier qu'elle n'y aurait pas cru. Pourtant, le désert est bien là. Et il avance. Les enclos qui sont autour de nous, dont celui-ci, sont distribués sur un promontoire. Et une hypothèse assez probable, c'est que les pasteurs se sont installés à une époque où le lac baignait ici le promontoire comme une presqu'île. C'est une première approche et qui reste à valider. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que, bien évidemment, comme ces enclos le montrent certainement, c'était des pasteurs, mais que leur mode de vie aussi incluait la pêche et qu'ils utilisaient aussi bien le lac
que les bovins pour s'alimenter. Les peintures rupestres dessinent la chronique de la vie que menaient les hommes qui les ont peintes à l'ocre rouge. Elles font le portrait de leur gibier, décrivent leur chasse. Si Yves Gauthier découvrait des scènes de pêche, elles prouveraient que les lacs étaient nombreux dans cette région du Sahara ancien. Hassan, tu prends à droite et moi je prends à gauche, ok? Ok, ça Allez. marche. Oh, Hassan! Ouah, pétard! Une barque, 2 barques et un hippo. Hassan, un petit peu plus la gauche de la Seine. Voilà. Voilà, c'est bon, là. Comme ça, c'est parfait. Dans cette grotte, se sont abrités les pêcheurs et leurs barques, dessinées sur la roche. C'est un peu étonnant de trouver des barques dans cet abri aujourd'hui, surtout quand on regarde autour de nous et qu'on voit ce contexte totalement aride. Il y a 8 à 10 000 ans, le lac était beaucoup plus grand, tu le vois ici, et il venait à quelques distances, à quelques centaines de mètres d'ici. Mais c'est fou, la dimension, il était 20 fois plus grande qu'autrefois que maintenant. Là, sur l'iPad, il y a toute une série de photos satellites qui montrent très bien l'évolution du lac Tchad depuis les années 60. Et tu vois, sur ces images successives, on voit le lac qui diminue. Tu penses que le lac va terminer totalement ou... Est-ce qu'il va disparaître? Oui, est-ce qu'il va Eh bien, disparaître? écoute, si le climat continue à se réchauffer comme on le voit aujourd'hui, il est fort probable que d'ici une décennie ou deux, le lac ait totalement disparu, en effet. Tu penses que le Tchad sera complètement désert? Eh bien, malheureusement, c'est à craindre. Si le climat continue à évoluer comme on le connaît aujourd'hui, il est fort probable que même dans la partie sud du Tchad, ça devienne désertique. Si le lac Tchad disparaît, comme certains experts le prédisent, toute la région ressemblera à ça. 20 millions de personnes devront s'exiler. À plusieurs milliers de kilomètres de là, au nord-ouest, les grands lacs qui alimentent en eau douce des oasis du sud marocain sont eux aussi en train de s'assécher. « 12,50 ». Là, nous sommes ici dans une cuvette qui constitue un des grands lacs et qui était autrefois plein d'eau. Il faisait à peu près 3 mètres à 5 mètres de profondeur par rapport à là où je suis assis maintenant. Actuellement, il est à sec. La principale raison, c'est le phénomène de sécheresse et notamment l'évaporation. Les prévisions météorologiques pour cette partie du Maroc, c'est l'augmentation de la température entre 0,6 et 1 degré. Donc cette élévation-là, c'est une pression de plus sur la ressource eau qui est déjà précaire et qui est déjà une situation fragile. Les pluies du désert sont imprévisibles. Pas une goutte ne tombe pendant des mois, parfois durant plusieurs années. Et soudain, c'est un véritable déluge qui s'abat pendant des heures. Le lac est maintenant rempli à 100%. C'est grâce à ces 3 dernières crues que ce lac a été rempli jusqu'à ce niveau. Mais avant, j'ai pris une photo ici, je te vais la montrer. Il était à sec. 3 jours de pluie torrentielle ont regonflé le lac. Tu vois comment il arrive? C'est l'un des crues qui a rempli ce lac. Dans certaines régions du Sahara, les pluies sont si violentes qu'elles engendrent des drames. Ainsi, en décembre 2014, il est tombé dans cette zone en quelques heures plus d'eau qu'il n'en tombe en une année entière. Les oueds sont brutalement sortis de leur lit. Plus de 30 personnes ont été emportées et noyées. Les dégâts matériels se sont chiffrés en centaines de millions d'euros. Des milliers de maisons ont été détruites, les routes ont été coupées, le réseau électrique sévèrement endommagé. C'est une calamité qui s'est abattue sur une zone où les ressources sont rares. Toute l'année, la soif est chronique dans le sud du Maroc. Et quand les pluies, si longtemps attendues, arrivent enfin, c'est un désastre. Cette eau, qui aurait pu être providentielle,
s'est perdu et n'a servi à rien, sinon à raviner davantage un paysage déjà exsangue. Ces dernières années, de nombreux bassins de rétention des eaux de pluie ont été construits pour constituer des réserves. 400 km de canaux supplémentaires sont venus s'ajouter aux 1000 km existants. La récupération de toute l'eau disponible et sa mise à disposition des populations est décisive pour la survie des oasis. Pour certaines d'entre elles, il est déjà bien tard. Le professeur Lassen Kabiri a vécu de près la ruine de l'oasis où il a grandi. Des palmiers dattiers qui faisaient au moins 15 mètres. Autrefois, tout est vert, c'est dense. Il y a des milliers de palmiers dattiers. Il y a des femmes partout, des enfants qui jouent. Ça me rappelle des choses parce que je suis né ici, c'est ma palmeraie. Dans un passé récent, près de 200 familles vivaient ici de la récolte des dattes. Les palmiers sont morts de soif, la vie s'est éteinte et le désert a encore gagné la partie. En voulant survivre à tout prix chacun de son côté, les agriculteurs ont creusé leur propre tombe. Un des 200 puits qui ont été creusés dans la palmeraie ici et qui pompaient de l'eau individuellement pour faire des cultures intensives. Au début, ça marche. Il y avait de l'eau. Mais après, il y a l'épuisement total. Là, on voit les racines du palmier dattier qui cherchent de l'eau dans la nappe phréatique. Le motopompage, il a puisé la nappe, donc automatiquement, le palmier dattier, il va mourir. La chaîne des oasis du Sud a longtemps érigé une barrière qui a arrêté le désert. La perte des valeurs traditionnelles d'entraide, conjuguée au manque d'eau, sont venues à bout de nombreuses oasis. La barrière se délabre et le désert s'engouffre dans les brèches. Mohamed Bagadi, l'un des coordinateurs du projet de revalorisation des oasis pour l'Agence du Sud, dresse un constat accablant. Comment on en est arrivé là? En premier, c'est la sécheresse. Et puis, il y a l'arrivée du sable. Tu vois, les palmiers sont morts, ils sont cassés. Et avant? Avant, les dattes donnaient bien. Il y avait de l'eau, on vivait correctement. Combien de gens vivaient là? Au début des années 70, il y avait 100 familles. Maintenant, il en reste 4. Quand ils partent, ils vont où? Ils vont travailler à Agadir, dans les grandes villes. Tu es d'ici, de Tanzida. Parle-nous de cette école. Dans les années 90, il y avait plus de 25 élèves. On l'a rénové, mais tu vois, il n'en reste plus que 4. Dans cette maison, il y a encore des gens qui habitent. Les autres sont vides. Comme tu peux voir, il n'y a pratiquement plus personne dans le village. Et cette maison? Dans celle-ci, personne. Pareil pour celle-là, celle-là. Ils sont tous partis. Le déclin des oasis du Sud résulte également de l'abandon de techniques ancestrales d'irrigation mises en œuvre dans les régions désertiques du Maghreb et du Moyen-Orient. Les premiers oasiens allaient chercher l'eau de la fonte des neiges dans les montagnes de l'Atlas, en construisant des réseaux de drains souterrains appelés Ketara. Faute d'entretien, beaucoup de ces canaux se sont bouchés. Et désormais, l'eau de l'Atlas n'arrive plus. Le professeur Mohamed Madan milite activement pour la remise en état du système d'irrigation. Rien qu'ici où nous sommes, il y a un champ de Ketara de 12 km, de plus de 12 km. On peut même les voir par satellite. Ces Ketara ont été creusés depuis plusieurs siècles et permettent d'irriguer les palmeraies qui sont en aval. La plupart de ces canaux souterrains ont été creusés il y a 3 siècles.
Les plus anciens sont vieux de plus de 3000 ans. Si on les cure régulièrement, si on les consolide lorsque c'est nécessaire, ils continuent d'irriguer les parcelles. Ces cônes, c'est de terre et de nivelés qui ont été enlevés de la galerie drainante souterraine. C'est des travaux au moment des creusements et de nettoyage de la galerie. Et ça permet aussi de faire pénétrer l'aération et le soleil au moment des travaux collectifs de nettoyage et de creusement. Ces puits de terre sont à la fois des accès et des cheminées d'aération. Ce système des khattara a été abandonné dans plusieurs endroits à cause de plusieurs facteurs. Non pas seulement le facteur naturel de la sécheresse, mais on peut aussi parler des facteurs humains, par exemple l'urbanisation. On peut aussi parler du pompage intensif, et aussi la question des jeunes qui ne veulent plus travailler dans ce système ancestral. Et on peut aussi rajouter l'ensablement qui envahit les champs de captage. Les canaux sont les fondations souterraines du rempart érigé contre le désert. Il faut désensabler les khattara, il faut enlever les pierres, réouvrir les puits d'aération. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans plusieurs villages. Nous sommes en train de débalayer la khattara. Les travaux ont commencé il y a 3 jours. Il fait combien de mètres cette khattara? Dans ce puits-là, il y a à peu près 18 mètres. Se laisser descendre sur plus de 18 mètres dans un puits à peine large d'1 mètre a de quoi impressionner. La Seine préfère laisser Mamen Madan, habitué à l'exercice, lui montrer le chemin. Seulement, il n'y a que 20 cm à peu près d'eau qui est ici. Mais lorsqu'il y a de bon débit, l'eau peut arriver jusqu'ici, à peu près la taille d'un homme. Ici, il y a des pluies, s'il y a de l'inondation, des crues, l'eau peut revenir jusqu'à leur niveau habituel. Voilà, Zian, accueil, ça. Ah, très bien. Ces travaux ont été faits par des outils rudimentaires. Ils n'ont pas ni dynamite, ni explosifs, juste des pioches et des pelles, comme on a vu avant. Ça va sur... Et ça va sur 3,5 km. Les objectifs de mes recherches, c'est de convaincre les agriculteurs et des populations oisiennes de maintenir ce système. Il permet d'avoir de l'eau sans agresser la nature. Il est adapté à ce système oisien, il est adapté au climat, adapté au travail, parce que c'est ce travaux collectif qui leur permet d'avoir un droit à l'eau d'irrigation. Chaque agriculteur a un droit d'eau. Quand son droit est arrivé, il ouvre sa régole pour irriguer sa parcelle. Et quand son droit est fini, il ferme sa régole pour donner le droit d'eau à l'agriculteur suivant. Donc une oasis, il fait partie d'un écosystème dont le palmier dattier forme l'ossature. Il joue le rôle de parasol par rapport à toutes les productions sous-jacentes, qu'il protège durant la journée du soleil, et les productions sous-jacentes, ils captent l'humidité qu'ils remettent pendant la nuit au palmier dattier. Un palmier dattier produit plus de 100 tonnes de matière végétale au cours de sa vie. Ces matières contribuent à former l'humus, indispensable aux cultures. Il donne aussi 25 kg de dattes, récoltées par les femmes. Des fruits très riches en sucre qui apportent de nombreuses vitamines, des sels minéraux. On en tire également du bois de construction et des palmes de vannerie. Enfin, c'est un magnifique parasol à l'ombre duquel poussent les plantes potagères. Ici, champ de luzerne. Ici, c'est les piments rouges. Là, c'est le figuier. Là, c'est le persil. Là, c'est la chaux. Ici, c'est des carottes. Là, c'est des navets. Les oasis traditionnelles étaient le siège d'une agriculture vivrière, autrement dit de survie, qui avait sa place il y a quelques dizaines d'années. Mais aujourd'hui,
Les jeunes du Sud se résignent mal à une vie sans autre perspective qu'un travail rude et qui rapporte peu. La remise au goût du jour du capre, un condiment délaissé. L'intérêt récent pour l'huile d'argan, utilisée en cosmétique. La valorisation du figuier de Barbarie, du miel d'abeilles sauvages. La vogue du henné bio et des techniques d'irrigation modernes ouvrent cependant de nouvelles perspectives. Pour que les gens restent dans les oasis, il faut qu'ils développent une économie du marché. Ce n'est pas comme avant, ils travaillent pour vivre. Actuellement, les agriculteurs commencent à travailler, à développer des filières à valeur ajoutée pour gagner de l'argent, pour rester. Autrement, les gens quittent les oasis et c'est le désert qui avance. Aujourd'hui, les oasis cultivent en grand un henné bio et irriguent avec le goutte à goutte, coûteux en investissement mais économe à l'usage. C'est vrai que le henné est une plante qui consomme beaucoup d'eau, mais on cherche à trouver un compromis entre un produit qui se vend cher et la ressource en eau disponible dans l'oasis. Comment vas-tu? Les prix sont bons cette année? Ils sont meilleurs. Ces 2 dernières années, ils ont augmenté de 50 à 60%. En dépit de son prix élevé, le henné bio est de plus en plus prisé. En cosmétique, pour embellir la peau en l'adoucissant par gommage, pour la nettoyer, pour teindre des cheveux, pour orner les mains et les pieds féminins de tatouages éphémères. Les Oasiens ont compris que pour survivre, ils devaient cultiver des plantes acclimatées qui se vendent sur un marché de niche. Convaincus de l'efficacité de cette stratégie, les oasis du littoral développent la culture du figuier de Barbarie, qui devient une véritable filière. Là, on arrive à un endroit qui se mérite. C'est une montagne de 900 mètres d'altitude avec un véritable océan de verdure en plein dans le désert. C'est le cactus. Par contre, pour y arriver, c'est pas facile. En plein milieu du désert, là où il y a moins de 100 mm de précipitations par an, et pourtant, il y a une forêt de verdure ici. Le cactus, ce qu'il fait, c'est qu'il capte l'eau de l'air, ce qui vient de la mer. La mer est à 20 km. Il y a l'humidité atmosphérique qui s'élève, qui arrive ici. Et le cactus, par des petits pores qu'il ouvre à volonté, et ça lui permet d'aspirer l'eau, et ça fait une réserve d'eau en plein désert. On redécouvre aujourd'hui que cette plante ingrate, à la réputation détestable, est un véritable cadeau de la nature, dont on ne sait pas encore tout ce qu'elle peut donner. Le cactus, on peut vraiment faire feu de tout bois, parce que c'est du bois d'abord. On l'utilise comme bois de chauffage. C'est surtout un énorme potentiel pour le fourrage. C'est aussi, à travers le fruit, beaucoup de choses intéressantes pour l'alimentation humaine. On en fait des confitures, on en fait du nectar. Même les raquettes, on les mange. Le cactus, c'est aussi précieux grâce à sa teneur, je crois que c'est 60% en oméga 6, qui a des vertus anti-âge avérées. Les plantations se multiplient au fur et à mesure que ces multiples vertus sont mises en lumière. C'est au cactus qu'on doit le verdissement de zones entières de collines, jusque-là stériles. C'est ce cactus qui fait que toutes ces plantes ont pu repousser? Oui, dans ce coin-là, il n'y avait rien. C'était comme la colline d'en face. Mais à partir du moment où on a mis les cactus, la forêt est revenue. Cette plante n'existait pas avant. Maintenant, il y en a partout. Elle s'appelle Rutbada. Celle-là, à côté, Swell, Darmos et Jbarto. Quand tu plantes le cactus, en s'étalant, il va donner de l'ombre à d'autres plantes pour qu'elles prolifèrent autour. Et qui dit plus de plantes, dit plus d'animaux aussi. Toute une chaîne, tout un écosystème qui se met en place à un endroit où il n'y avait rien.